L'armée américaine a déployé des lanceurs de missiles anti-navires de haute précision dans une province très au nord des Philippines, près de Taïwan, dans le cadre des plus grandes manœuvres militaires annuelles des deux alliés, les exercices Balikatan. Je vais simplement montrer la carte ici. Vous pouvez y voir où tout est situé, où ces missiles sont stationnés. Bien sûr, il y a Taïwan, puis la Chine continentale au-dessus. Brian, parlez-nous de ces exercices. Parlez-nous de leur importance, sachant que tout cela se déroule un peu sous nos yeux, alors que les États-Unis sont également empêtrés dans le conflit persistant en Ukraine et dans l'escalade des tensions avec l'Iran. Eh bien, je couvre ce sujet depuis des années, et les États-Unis ont cette obsession singulière de renforcer leur présence militaire dans la région Asie-Pacifique, non pas spécifiquement pour protéger la liberté de navigation et le transport maritime en mer de Chine méridionale, mais précisément pour les menacer et, si l'occasion se présente, les interdire. J'ai souvent évoqué par le passé comment des groupes de réflexion financés par le gouvernement américain et l'industrie de l'armement, comme le CSIS, admettent que la grande majorité du trafic maritime traversant la mer de Chine méridionale provient de Chine ou y est destiné, et que toutes les nations de la région, malgré les différends maritimes qu'elles entretiennent entre elles, considèrent presque toute la Chine comme leur principal marché d'exportation et leur principale source d'importation. Les Philippines, par exemple, sont en train d'être transformées en une Ukraine d'Asie du Sud-Est. Les États-Unis ont capté politiquement le gouvernement. Elle a exercé son influence sur son armée pendant des décennies. Les gens ne le savent peut-être pas, mais c'était littéralement une colonie américaine, et elle n'a obtenu son indépendance qu'après la Seconde Guerre mondiale, mais seulement de manière provisoire. Elle a toujours été soumise à l'influence des États-Unis, et elle est en train d'être transformée en bélier contre la Chine, alors même que la Chine est le principal partenaire d'exportation des Philippines et la plus grande source d'importation. Avant l'arrivée au pouvoir de la toute dernière administration politique, Marcos Jr., soutenue par les États-Unis, la Chine construisait en réalité des infrastructures modernes dont le pays avait cruellement besoin, des projets ferroviaires qui auraient dynamisé l'économie. Et dès que Marcos Jr. est entré en fonction et que les États-Unis ont repris leur emprise sur les Philippines, ces projets n'ont pas seulement été annulés, mais ils ont littéralement commencé à démolir les constructions qui avaient déjà été réalisées. Et ils ont redirigé l'argent public pour construire des bases de missiles afin de pointer des missiles vers le principal partenaire commercial des Philippines. Et il ne s'agit pas des États-Unis qui viendraient offrir un meilleur accord aux Philippines. Les États-Unis n'offrent rien aux Philippines, si ce n'est la perspective de devenir la prochaine Ukraine, d'être détruite presque pierre par pierre dans une guerre par procuration avec la Chine. Ce que nous voyons, c'est donc les États-Unis mettre en place un conflit potentiel dans la région Asie-Pacifique qui leur permettrait de justifier des mesures encore plus drastiques contre la Chine, comme un blocus maritime mondial, forçant les nations à rompre leurs liens avec la Chine. On voit déjà cela se dessiner avec la menace de sanctions secondaires. Tout est donc lié, et la situation semble très sombre. Je veux diffuser cet extrait de Taiwan News, le média d'opposition séparatiste de Taïwan. Ils ont publié ce reportage à propos de ces exercices. Il est extrêmement important que nous apprenions les uns des autres, que nous puissions discuter des stratégies de défense côtière et que nous, en tant que marine des États-Unis, puissions apporter nos systèmes d'armes ici, aux Philippines, pour contribuer à ce concept de défense côtière. Les centaines de soldats présents ici sont rejoints par des milliers d'autres pour 3 semaines de manœuvres militaires annuelles conjointes entre les États-Unis et les Philippines, appelées Balikatan, ce qui signifie épaule contre épaule, organisées pour la 40e fois.
Quel est exactement le but de ce que ce responsable des marines a qualifié de stratégie de défense côtière? Contre quoi défendent-ils précisément? De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, vous savez bien sûr, il ne s'agit pas vraiment de soldats de l'APL qui débarquent sur les plages des Philippines. Vous savez, ça n'a jamais été envisagé. Mais elle a révélé le véritable objectif. Elle a dit que le but était d'amener du matériel militaire américain aux Philippines. Voilà le vrai enjeu. C'est ainsi que les États-Unis ont pu amener des missiles HIMARS l'année dernière lors d'un autre exercice conjoint avec l'armée philippine. C'est à cette occasion que ces missiles HIMARS ont été déployés aux Philippines à ce moment-là. Les États-Unis disent « Oh, c'était juste pour l'exercice militaire. Nous les retirerons une fois l'exercice terminé. » Eh bien, devinez quoi? Ces missiles se trouvent aux Philippines et le gouvernement philippin déclare maintenant « Oh, nous envisageons de les acheter aux États-Unis. » N'est-ce pas? Donc ces missiles sont là pour rester. Et nous savons tous, d'après ce qui se passe dans la guerre en Ukraine, tous ces missiles américains utilisés dans la guerre en Ukraine, qu'ils ne sont pas opérés par du personnel ukrainien. Ils sont guidés par le renseignement satellitaire fourni par les services de renseignement américains et ils sont manipulés par du personnel militaire américain sur le terrain. Ainsi, vous avez ces missiles HIMARS stationnés aux Philippines, visant une grande partie du sud de la Chine, opérés par du personnel militaire américain. Et le gouvernement philippin a le privilège de payer pour cela. Et c'est ainsi que les États-Unis jouent ce jeu partout dans le monde. C'est la même chose avec l'accord AUKUS. Pour l'accord AUKUS, l'Australie doit payer une somme énorme pour un sous-marin américain qui ne sera livré qu'aux alentours des années 2040. En attendant, l'Australie doit construire un port capable d'accueillir des sous-marins nucléaires, ce qui permettra aux sous-marins américains d'y accoster. Et bien sûr, tous les coûts sont supportés par les contribuables australiens. C'est donc le plan des États-Unis depuis le début. Faire en sorte que leurs alliés, autrement dit leurs vassaux, paient pour la présence militaire américaine partout dans le monde. Et les États-Unis ont déjà obtenu l'accès aux 9 bases philippines. Mais vous savez, concernant la militarisation des Philippines par les États-Unis, le fait de faire des Philippines un pivot pour contenir la Chine et de transformer la mer de Chine méridionale en point de tension, j'ai publié un tweet à ce sujet il y a quelques semaines qui a déclenché de vives réactions. J'ai dit, vous savez, que les États-Unis n'ont ni le courage ni les moyens de combattre la Chine en ce moment. Je veux dire, l'armée américaine le sait très bien. Ils ont publié le fait que la Chine possède une capacité de construction navale plus de 200 fois supérieure à celle des États-Unis, car les États-Unis ne disposent actuellement que de 3 chantiers navals produisant pour la marine américaine. Et encore une fois, cela montre que, d'ailleurs, cela démontre aussi que toute l'affirmation de l'administration Trump sur le retour des emplois aux États-Unis est bidon, car en ce moment, ce que le Pentagone prévoit de faire, c'est de sous-traiter la construction des navires de guerre américains à la Corée du Sud. Ce plan a été largement publié, car ils ont reconnu que les navires de guerre pouvaient être construits beaucoup moins cher en Corée du Sud. Et voici une administration qui vous dit vouloir ramener des emplois aux États-Unis, alors que le complexe militaro-industriel a déjà renoncé à fabriquer des systèmes d'armement sur le sol américain. D'ailleurs, il existe une loi américaine qui interdit la construction de navires de guerre à l'étranger, et ils envisagent de modifier cette loi pour permettre aux États-Unis de faire construire et réparer leurs navires de guerre en Corée du Sud et au Japon. Ce n'est pas ainsi qu'on ramène des emplois aux États-Unis, mes amis. Et à propos de ramener des emplois aux États-Unis, regardez ce qui s'est passé avec Apple.
Apple a annoncé qu'ils allaient transférer suffisamment de production d'iPhone en Inde pour approvisionner le marché américain avec des iPhones fabriqués en Inde. Cela signifie donc que les Américains auront droit à des iPhones spécialement fabriqués en Inde, tandis que le reste du monde aura des iPhones fabriqués en Chine. Et tous les partisans de Trump considèrent cela comme une grande victoire. En quoi cela ramène-t-il des emplois aux États-Unis? Ils ont simplement déplacé la production de la Chine vers l'Inde. Et en plus, ce processus ne se déroule même pas sans accroc, car l'Inde rencontre de nombreux problèmes pour intégrer la production. D'ailleurs, Apple essaye cette stratégie depuis plus de 7 ans maintenant, et ils n'ont réussi à transférer qu'environ 15 à 20% de la production d'iPhone en Inde. Mais ils doivent encore en déplacer un peu plus, car pour satisfaire le marché américain, ils ont besoin qu'environ 26% de leur production soit située en Inde. Ensuite, ils se sont heurtés à des obstacles, car pour augmenter la production en Inde, ils doivent importer des équipements chinois. Ils ont toujours besoin d'équipements chinois. C'est tout le paradoxe du soi-disant découplage avec la Chine. Tout pays qui souhaite lancer une production, amorcer une industrialisation, développer un secteur manufacturier, devra s'approvisionner en composants chinois et en machines-outils chinoises. Et il n'y a pas de découplage avec la Chine pour le reste du monde, les amis. C'est pour cela, vous savez qu'Apple ne parle même pas de produire des iPhones aux États-Unis et va directement en Inde. Et toute cette prime supplémentaire, tous les coûts liés à la distance supplémentaire pour l'expédition, au transport des composants de la Chine vers l'Inde, puis vers les États-Unis, vous savez quoi? Ce sont les consommateurs américains qui vont les absorber. La Chine ne va pas absorber ça. Trump disait que la Chine paierait la taxe. Vous plaisantez? Qui accepterait de perdre 1,49 $ sur une vente de $1? Je veux dire, si vous ne gagnez qu'$1, vous n'allez pas absorber 1,49 de coût. C'est insensé. Mais, vous savez, tant pis, beaucoup de ses partisans ne sont pas très instruits, et ils vont le croire. Et comme je l'ai dit, il faut jouer avec le feu pour comprendre. Ils vont comprendre très bientôt. Ils vont découvrir ce mois-ci ce que signifie une perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Vous savez, chaque fois qu'il y a des exercices militaires qui ne reçoivent pas beaucoup d'attention, mais qui préparent la guerre contre la Chine, on mentionne toujours Taïwan, même si ces exercices ne sont pas centrés sur Taïwan, ce qui est rarement le cas. C'est généralement toujours à propos de Taïwan. Des exercices comme Balikatan, pourquoi font-ils même référence à Taïwan? Ou pourquoi les rapports mentionneraient-ils Taïwan en lien avec de tels exercices? C'est assez fou d'écouter les médias occidentaux parler de Taïwan. Et cela devrait être le plus grand indice pour les gens que vous écoutiez les médias conservateurs ou libéraux en Occident, et même certains coins des médias alternatifs. Le fait qu'ils racontent tout le même mensonge à propos de Taïwan, qu'il s'agirait d'une île gouvernée de manière indépendante, ils la présentent comme si c'était un pays. Parfois, ils disent même que c'est un pays, alors qu'en réalité, ce n'en est pas un. Même le département d'État américain, même le sous-secrétaire Marco Rubio, mentionne qu'il existe une politique d'une seule Chine. Qu'est-ce que la politique d'une seule Chine? Elle est explicitée dans le communiqué de Shanghai des années 1970 que les États-Unis ont signé avec la Chine, le véritable gouvernement à Pékin. Et cela signifie qu'il n'y a qu'une seule Chine. Taïwan fait partie de la Chine. Il n'y a qu'un seul gouvernement légitime pour toute la Chine. C'est la République populaire de Chine, basée à Pékin. C'est ce que reconnaissent les États-Unis. C'est ce que reconnaît le droit international. Taïwan est une province insulaire de la Chine. Et pourtant, tous les médias occidentaux font comme s'il s'agissait d'un pays victime d'intimidation de la part de la Chine voisine. Rien que cela, en soi, et puis tout ce discours sur ces exercices militaires autour de Taïwan.
Je ne pense pas que ce soit nécessairement uniquement centré sur Taïwan. Je crois qu'il y a une grande part de tout cela qui vise à perturber le transport maritime en mer de Chine méridionale. Mais Taïwan est l'une de ces questions sur lesquelles les États-Unis ont réussi à garder la main, malgré le fait qu'elle fasse partie de la Chine, en soutenant une administration séparatiste à Taïwan, en l'armant, en y stationnant même des troupes américaines, ce qui constitue une énorme provocation. Et ils savent que si le statu quo est maintenu, inévitablement, Taïwan finira par se réunifier complètement avec le reste de la Chine. Ils le savent. Et même avec tout ce qu'ils font en ce moment, la tendance reste à la réunification. Si l'on regarde l'économie locale de Taïwan dépend fortement du reste de la Chine. Si Taïwan déclarait son indépendance et se coupait du reste de la Chine, son économie s'effondrerait, tout comme cela s'est produit avec les Philippines. Les États-Unis n'offrent pas d'alternative équivalente ou meilleure au type de coopération et d'opportunités que le reste de la Chine propose à Taïwan. Ils ne leur offrent rien. Il n'y a aucun moyen pour eux de remplacer ces échanges commerciaux. La grande majorité des exportations de l'île de Taïwan sont destinées au reste de la Chine, et les intrants essentiels pour leurs industries de semi-conducteurs et de composants électriques proviennent également du reste de la Chine. Ils ne peuvent pas remplacer cela ailleurs, donc l'économie s'effondrerait tout simplement. Si l'on examine les documents de politique américaine sur de nombreuses années, c'est un fil conducteur qui les traverse tous. Et nous avons même entendu des politiciens américains le dire. S'il y a un conflit autour de Taïwan, ou si la réunification semble inévitable, si la Chine ne fait pas exploser les installations de semi-conducteurs, nous les ferons exploser nous-mêmes. Nous voulons nous assurer que lorsque la réunification aura lieu, la seule chose que la Chine obtiendra sera une île dépouillée de toute infrastructure industrielle. Ils ne parlent pas des habitants, mais évidemment, si tout le reste a disparu, les gens aussi. La population sera également dévastée. Voilà donc leur plan pour Taïwan, et ils l'ont exposé dans de nombreux documents politiques. Ils l'ont admis publiquement. Pour revenir au point que Carl évoquait, les usines qui ne retournent pas aux États-Unis, mais qui sont simplement déplacées vers un autre pays, même les partisans de Trump, je pense, se rendent compte au fond d'eux-mêmes que cela n'a rien à voir avec la réindustrialisation des États-Unis. C'est tellement tiré par les cheveux et ridicule. Ils savent que tout cela concerne la Chine, mais ils ne veulent pas simplement dire « nous détestons la Chine, nous n'acceptons pas qu'une nation non blanche nous dépasse ». C'est inacceptable et nous ferons tout et accepterons tout pour maintenir notre primauté sur la Chine. Je voudrais juste parler de TSMC, le fabricant de semi-conducteurs basé à Taïwan. Ils ont fait construire une usine en Arizona. Ils peinent à la mettre au même niveau que les usines de Taïwan. Et la moitié des employés vient en réalité de Taïwan. Ce n'est donc pas un boom pour l'emploi américain. Ils ne font que transplanter une industrie d'autres pays vers les États-Unis, y compris les travailleurs. Tout cela est encore compliqué par le fait que les États-Unis n'ont pas les ressources humaines nécessaires pour fournir des employés à l'usine, ni l'infrastructure de conformité requise. Il n'est donc même pas logique, d'un point de vue commercial, de déplacer ces usines. Ils le font uniquement parce qu'ils prévoient clairement de détruire Taïwan en cas de conflit futur. Ils veulent déplacer l'industrie aux États-Unis, même si cela n'a aucun sens sur le plan économique. Cela vous donne une image plus claire de ce qu'ils font réellement et pourquoi. Et d'ailleurs, TSMC est comme le pilier de l'économie taïwanaise. Et ce que les États-Unis essaient de faire, c'est littéralement la vider de sa substance. Détruisons. Oui,
le joyau de l'économie taïwanaise, en forçant TSMC non seulement à déplacer ses usines aux États-Unis, mais ils essaient aussi d'imposer une coentreprise entre TSMC et Intel, parce qu'Intel est en difficulté. Intel est en échec en ce moment. Et le plan de Trump consiste à faire transférer la technologie de TSMC à Intel. Donc vous savez, il parle tout le temps du transfert forcé de technologie par la Chine, mais en réalité, c'est eux qui le font. Ils essaient de forcer TSMC à partager ses secrets industriels avec Intel pour donner à Intel une seconde chance. Et encore une fois, qu'est-ce que cela apporte à Taïwan? Et en parlant des Philippines, même là-bas, on peut acheter une BYD Sigul, qui d'ailleurs vient de remporter les prix de la meilleure citadine au monde en ce moment. Et aux Philippines, vous pouvez acheter une voiture électrique chinoise, BYD Sigul, pour 16 000 $ américains. Ce qui n'est pas possible aux États-Unis, soit dit en passant, à cause des droits de douane imposés par Biden, et non même ceux de Trump. Lorsque Trump a imposé des droits de douane sur les voitures importées, il s'est avéré que les constructeurs chinois étaient les moins touchés, et que ce sont en fait les Japonais et les Allemands qui en pâtissent. Ils sont en difficulté parce que les États-Unis restent le deuxième plus grand marché automobile du monde. Ils subissent déjà la concurrence des constructeurs chinois sur le marché chinois, et maintenant, ils vont être frappés par ces droits de douane. C'est pourquoi, lorsque les États-Unis ont fait pression sur le Japon pour qu'il rejoigne le bloc économique anti-Chine, le gouvernement japonais a refusé. Vous savez, ça m'a vraiment surpris, car le Japon est un pays militairement occupé par les États-Unis, et les gouvernements américains et japonais ont toujours été considérés comme très proches, presque serviles envers Washington. Et même le gouvernement japonais a déclaré qu'il ne signerait aucun accord commercial anti-Chine, car sa relation avec Pékin est trop importante. Si le Japon peut dire non aux États-Unis, cela signifie qu'aucun autre pays n'acceptera non plus. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Scott Bessent, le secrétaire au Trésor? Il a dit « Oh, nous tendons un piège à la Chine ». Vous savez, nous l'avons dit clairement aux pays. Nous disons clairement aux gens, les pays qui ne ripostent pas contre les tarifs américains seront récompensés. Et c'est pourquoi maintenant, ils obtiennent tous des prolongations de 90 jours pour négocier l'accord avec nous, tandis que la Chine sera punie. Et maintenant, nous allons faire en sorte que tous ces pays forment un. Vous savez, nous allons les forcer à s'éloigner de la chaîne d'approvisionnement chinoise. Eh bien, ça n'arrivera pas, mec. Comme on le voit même dans le cas d'Apple. Apple déplace sa production en Inde. Même si vous voulez que cela se produise, vous avez toujours besoin des machines-outils chinoises. Il n'y a pas de découplage avec la Chine pour le reste du monde dans ce sens. Alors que les États-Unis, avec les nouvelles sanctions secondaires contre l'Iran, c'est littéralement les États-Unis qui s'imposent un embargo à eux-mêmes. Vous voyez, pas haber au restant. Nous allons voir comment steps va évoluer. Les États-Unis utilisent des relations militaires, ce qu'ils appellent des partenariats, ou peut-être une coercition militaire, comme nous devrions l'appeler, contre les pays de la région Asie-Pacifique, afin de les découpler essentiellement de la Chine. Mais je voudrais vous demander, la Chine est-elle prête pour le type de guerre que les États-Unis préparent, étant donné que certains pensent encore que la Chine n'est pas réellement préparée à cela? Que pensez-vous des manières dont, car il y a beaucoup de panique concernant la façon dont la Chine a réagi aux violations du principe d'une seule Chine au cours des dernières années, la Chine organise désormais ce qui devient des exercices navals militaires réguliers autour de Taïwan. Eh bien, tout d'abord, les États-Unis sont déjà en guerre avec la Chine. Les États-Unis mènent une guerre économique contre la Chine depuis la première administration Trump, depuis 2018. Et la Chine, en 2018, lorsque la première sanction est tombée,
cela a été un véritable électrochoc pour le gouvernement chinois et les entreprises chinoises. Depuis, ils ont tout fait pour s'isoler de l'impact de l'élargissement des sanctions. Vous savez, cela s'est poursuivi pendant les années Biden, lorsque Biden a renforcé les sanctions sur les semi-conducteurs. Donc, la Chine est préparée. La Chine est préparée à l'éventualité d'une rupture avec les États-Unis. C'est pour cela que Xi Jinping n'est pas inquiet. C'est pourquoi il n'appelle pas, vous savez, ou comme certains fondateurs américains l'ont dit, plier le genou, parce qu'ils ont en quelque sorte abandonné l'idée de négocier avec ce qui est essentiellement un régime voyou à Washington. Cela n'a pas vraiment de sens, car ils peuvent simplement changer d'avis du jour au lendemain. C'est pourquoi la Chine se concentre actuellement sur le développement de relations avec le reste du monde, mais surtout avec les pays de son voisinage, comme les nations d'Asie du Sud-Est. C'est pour cette raison que Xi Jinping s'est rendu au Vietnam et en Malaisie. Et vous savez, dans le cas du Vietnam, c'est encore plus frappant, car pendant un certain temps, à Washington, on parlait comme s'il pouvait utiliser le Vietnam comme une sorte de contrepoids. Utiliser le Vietnam pour équilibrer la Chine, pour contenir la Chine. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que lorsqu'ils parlent de découplage avec la Chine, ils évoquent en réalité le déplacement de la chaîne d'approvisionnement de la Chine vers le Vietnam. Mais ce qui s'est vraiment produit, c'est qu'au fur et à mesure que les usines s'installent au Vietnam et que de nombreuses usines chinoises s'y déplacent, c'est la chaîne d'approvisionnement chinoise qui s'étend au Vietnam. Toutes ces usines qui s'implantent au Vietnam continuent de s'approvisionner en pièces et en machines auprès de la Chine. Et le Vietnam bénéficie d'un avantage considérable précisément en raison de sa proximité avec la Chine, avec le marché chinois, avec la chaîne d'approvisionnement chinoise. Ainsi, la chaîne d'approvisionnement chinoise est actuellement en train de s'étendre dans toute l'Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Malaisie, en Indonésie. Et c'est l'Asie du Sud-Est est un immense marché, 600 millions de personnes. Et même les Philippines, comme je l'ai dit, même les Philippines, ils reçoivent des voitures électriques BYD. La Chine elle-même a également renforcé son armée. C'est cela qui inquiète vraiment les décideurs américains, car ils comprennent que lorsque la puissance économique de la Chine grandit, sa puissance militaire grandit aussi. Lorsque la Chine commence à développer ses capacités de construction navale et de transport maritime, cela signifie qu'elle peut aussi construire plus de navires de guerre. Actuellement, la Chine construit environ 7 navires de guerre pour chaque 3 navires construits par les États-Unis. Et c'est une bonne année pour la marine américaine. Normalement, c'est plutôt 7 contre 1. Et la Chine vous savez, la Chine est déjà la plus grande marine du monde en nombre de navires, mais pas encore en tonnage. Pas encore, car il y a encore de grands navires de guerre comme les porte-avions. Mais la Chine accélère très rapidement. Et avec la taille de l'économie chinoise, je ne pense pas que la valeur nominale en dollars soit une description adéquate de la taille de l'économie chinoise, car je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, l'économie chinoise soit plus petite que celle des États-Unis, même si c'est le cas en valeur nominale. Et je pense même qu'avec le calcul en parité de pouvoir d'achat, l'économie chinoise est 1,5 fois plus grande que celle des États-Unis. Je pense même que c'est trop conservateur, car si l'on regarde la production d'électricité en Chine, leur production est 2 fois supérieure à celle des États-Unis. Si l'on considère le marché automobile chinois, 30 millions de voitures sont vendues en Chine, soit 2 fois plus qu'aux États-Unis. Selon tous les autres indicateurs, l'économie chinoise est au moins 2 fois plus grande que celle des États-Unis. Cela signifie que la Chine dispose des ressources nécessaires. Même si elle consacre un pourcentage bien plus faible de son PIB à l'armée,
elle peut tout de même surpasser et dépasser la marine américaine en termes de production et de construction. Et c'est quelque chose que la marine américaine reconnaît également. C'est pourquoi ils essayent d'impliquer autant de pays que possible, car ils reconnaissent que les États-Unis seuls ne peuvent pas affronter la Chine. C'est pour cela qu'ils essayent d'impliquer les Philippines, la Corée du Sud et le Japon. Mais je ne pense pas que même la Corée et le Japon soient vraiment désireux de combattre la Chine, car le conflit se déroulerait dans leur voisinage. Leurs économies seraient dévastées. Toute perturbation du réseau commercial d'Asie du Sud-Est aurait un impact négatif sur tous les pays de la région. Aucun de ces pays ne souhaite cela. Les Philippines constituent simplement un cas particulier, car elles sont dirigées par des familles oligarchiques très corrompues qui entretiennent des liens profonds avec les États-Unis. Et le père de Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos, a caché tous ses gains mal acquis, tout l'argent de la corruption, aux États-Unis, qui a ensuite été gelé par le gouvernement américain. Donc si Bongbong Marcos veut voir une partie de ces 30 milliards de dollars que son père a dissimulés, il devra se plier aux exigences des États-Unis. Voilà de quoi il s'agit réellement. Mais les Philippines font figure d'exception. Les autres pays d'Asie, aucun d'entre eux ne veut avoir à choisir entre la Chine et les États-Unis. Ils veulent faire des affaires avec les deux. En ce moment, ce sont les États-Unis qui les forcent à dire « c'est ma façon de faire ou rien ». Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Et cela pousse en réalité ces pays encore plus dans l'orbite de la Chine.